Genre vous regardez vaguement ce que les autres font, vous vous positionnez en fonction, et puis voilà. Sauf que si vous basez vos tarifs sur ceux des photographes qui galèrent autour de vous, bah on va pas s'en sortir en fait. Hibou, c'est la rentrée. Elle commence tard ta rentrée. Alors, je vous vois, hein, je sais que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que je pourrais vivre de la photo? Et du coup, tu vas répondre à la question, ben, plutôt que juste vous donner des conseils, je vais vous parler de plein d'erreurs que les photographes font et je vais vous aider à pas les reproduire. Personnellement, j'ai déjà exploré pas mal de domaines en tant que photographe professionnel et je pense que ça pourrait grandement vous inspirer. Et dans cette vidéo, je vais vous parler autant des erreurs qu'on fait quand on débute que quand on est bien établi. Ça concerne autant le matos que le pricing, que les réseaux sociaux, que la stratégie marketing ou même le mindset, donc installez-vous confortablement parce que ça va être un petit peu long. Allez, c'est parti. Se lancer en tant que photographe, les erreurs à éviter. La première erreur que plein de photographes font avant de se lancer, c'est de se poser trop de questions. Des questions de toutes sortes qui deviennent autant de barrières. Et ça veut pas dire qu'il faut pas faire les choses avec un minimum d'intelligence, mais la plupart du temps, c'est juste des excuses. Combien d'entre vous, par exemple, pensent qu'ils doivent d'abord investir dans du meilleur matos pour être pris au sérieux et devenir photographe professionnel? Parce qu'en fait, ça dépend de votre pratique, mais la vérité, c'est que tant que vous pouvez faire votre job, bah, vous avez rien à prouver. Et je sais que c'est pas facile parfois, par exemple, d'aller photographier un mariage, surtout quand on est une jeune femme comme moi, avec moins de matos que tonton. Je fais des photos depuis 40 ans, moi, mademoiselle. Mais je vous assure que le matos, non seulement ça n'a rien à voir avec un statut de pro, mais en plus, une fois justement que vous serez pro, ça sera tellement plus facile d'investir avec toute la thune que vous allez vous faire. Et on va en reparler de la thune. Oh yes, vive le pognon! L'autre truc qui se passe aussi quand on repousse trop le démarrage de notre activité professionnelle, c'est que comme on continue à faire des photos, mais sans se faire payer, on finit par fournir un travail de qualité professionnelle gratos. Et ça, bon, ça a quelques conséquences sur l'industrie, sur la concurrence, on va en reparler, mais avant tout, ça va vous définir comme le photographe qui n'a pas besoin qu'on le paye. Ça arrive particulièrement avec des particuliers ou avec des industries un peu plus avardes, on va dire, comme la photographie événementielle ou de spectacle, qui se reposent beaucoup trop souvent sur le bénévolat. La chose d'ailleurs que vous devez bien garder en tête en tant que prestataire, c'est qu'il y a une grosse différence entre les clients qui n'ont pas le budget et les clients qui ne veulent pas mettre le budget. Souvent parce qu'ils pensent que les photographes n'ont pas besoin d'être payés, et ça, bah, c'est un problème. Le truc, c'est que si vous passez des années à photographier vos amis, ou des amis d'amis, ou des gens qui débarquent spontanément dans vos DM pour vous proposer des collaborations, pour le plaisir, tout en voulant devenir photographe professionnel, bah ça va être compliqué. Eux, ils n'iront jamais parler de vous en tant que photographe pro, mais ils diront qu'un chouette ami d'amis ou qu'un type sur Insta a fait des photos d'eux et que c'était cool et c'est tout. Voilà. Ça va pas vous aider à développer le bouche à oreille de manière positive autour de votre activité professionnelle, c'est le mot important. Donc, arrêtez de vous considérer comme un amateur. Si vous vous considérez comme un professionnel, vous allez naturellement sur les réseaux, par exemple, partager des photos, les coulisses de votre activité. Vous allez avoir un site web, vous allez organiser une boîte mail pro, enfin tout ce genre de chouettes trucs. On va en reparler un petit peu plus loin. Oui, enfin, est-ce que mon travail a vraiment une tête de travail professionnel? Ah ouais, souvent on n'ose pas trop agir comme un pro parce que justement, on sous-estime notre travail et on se considère pas vraiment comme un professionnel. Alors que ce mindset, je suis un pro, c'est vraiment le truc qui va faire toute la différence. Vos pieds vous mènent dans la direction où vos yeux regardent, c'est comme ça en voiture, c'est comme ça en moto, c'est comme ça en roller, et c'est comme ça quand on veut devenir pro. Mais après, je comprends, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, surtout que vous êtes peut-être comme moi. Vous entendez des gens vous dire « Ouah, c'est trop bien ce que tu fais, mais quel talent, j'adorerais poser pour toi !» blablabla, blablabla. Et vous avez presque l'impression qu'en fait, ils vous font une faveur que vous ne méritez pas, que votre travail ne mérite pas. Mais si vous voulez gagner votre vie avec la photo, il faut combattre ça. Moi, quand j'ai commencé à faire la photo de portrait, j'ai commencé à susciter de plus en plus l'intérêt de personnes qui voulaient poser pour moi, notamment. Et moi, avec ma perception, de ma petite passion, de mes petites photos, au début, j'envisageais même pas de me faire payer pour ça. Du coup, bah, je demandais pas d'argent. Et pour tout dire, même parfois, mes amis m'en proposaient et moi, j'ignorais. Je disais, non, mais quoi? Non, on parle pas d'argent. Oui, mais enfin, là, t'es un peu conne quand même, pardon de te le dire. C'était évidemment lié à mon manque d'assurance, mais aussi à une petite anxiété, celle de l'obligation du résultat. Je voyais mes photos que j'aimais faire et je me disais, mais oui, mais si je foire? Et c'est vrai que toujours s'imaginer ce qui peut arriver de pire, bah, c'est la meilleure approche. C'est bien. Mais t'es bien ou quoi? C'est l'inverse. Et du coup, mon erreur a été de vraiment tirer en longueur cette période où je fournissais des prestations gratuites. Et attention, j'ai pas dit collab, j'ai bien dit prestations gratuites. Je vais en reparler un petit peu plus loin d'ailleurs du concept des collabs dans la vidéo. Mais ici, ce que je veux surtout dire, c'est qu'il ne faut pas vous accrocher éternellement à ce statut d'amateur et de passionné. Il vaut mieux commencer de façon imparfaite que de repousser encore et encore ce fameux
premier pas. Surtout que quand on débute, il y a un truc qu'on réalise pas forcément parce qu'on kiffe juste ce qu'on fait. C'est qu'on adore prendre des photos, c'est trop cool, chouette, mais on comprend pas forcément tout de suite la quantité de travail et de responsabilité que ça implique quand les gens attendent quelque chose de nous. Et quand on s'en rend compte, il est souvent un petit peu trop tard, on se sent déjà un petit peu mal d'avoir fait plaisir, même parfois à un ami. C'est con. C'est pas de leur faute, mais en fait, on a dévalué notre travail, on a agi comme un amateur et du coup, on en est resté un. Je sais que j'insiste là-dessus, mais on ne peut pas se demander éternellement si on a le niveau pour se lancer. Ok, d'accord, mais bon, du coup, c'est quand le bon moment pour se lancer? En fait, le bon moment pour se lancer, c'est quand les gens commencent à vous proposer de l'argent ou vous demandent vos tarifs. Ou même parfois vous demandent, est-ce que tu ferais ces photos-là? Et le montant dont on parle, c'est pas important parce que ça veut juste dire que les gens pourraient avoir besoin de ce que vous faites, de vos compétences. Personne ne va venir valider votre statut, c'est vous qui décidez comment, quand et pourquoi vous vous lancez. Et penser qu'il faut devenir photographe professionnel pour pouvoir être rémunéré, en fait c'est faux. C'est l'inverse en fait. En vérité, il faut être rémunéré pour devenir professionnel. Et je vous assure que la plupart du temps, on vous demande vos tarifs avant même que vous y ayez réfléchi. Et c'est comme ça que la plupart se lancent. Je suis sûre qu'on vous l'a déjà demandé à vous, même si vous n'êtes pas encore lancé. En tout cas pour un grand nombre d'entre vous. D'ailleurs, ça marche pour le démarrage de votre entreprise, mais aussi pour tout autre palier pour lequel vous ne vous sentiriez pas prêt encore. Le développement d'une carrière ou d'un business, faut pas forcément le voir comme un escalier, un pas après l'autre, une marche après l'autre. On peut tout à fait saisir des opportunités, des petits boosts et monter ce qui nous semble être plusieurs étages d'un coup. C'est possible. On est prêt quand l'opportunité se présente. Un jour, par exemple, on m'a demandé de bosser 8 heures sur un storyboard, juste parce que je savais un petit peu dessiner. Et j'avais jamais fait ça. J'ai accepté, j'ai appliqué mon tarif corpo classique, et non seulement ça s'est super bien passé, mais en plus l'expérience était super. On choisit rarement l'approche du « Allez, c'est bon, j'ai assez d'expérience, je vais créer mon business, tout beau, tout propre, je vais ouvrir mes portes et attendre les clients. » Ça, c'est seulement dans la théorie. En général, la transition s'instaure petit à petit, et si vous vous demandez si vous êtes prêt à passer le cap, l'indicateur numéro 1, ce sont les clients potentiels qui gravitent déjà autour de vous. Ça a l'air facile dit comme ça. Est-ce que vous êtes assez bon? Est-ce que vous êtes légitime pour vous lancer? Ce sont des fausses questions. La question c'est, est-ce que des personnes veulent payer pour mon travail? Si c'est le cas, c'est que vous avez le niveau nécessaire. C'est logique, si des gens font appel à vous en voyant votre travail, c'est bien que oui, vous pouvez leur vendre votre service. Bon d'accord, peut-être que je suis prête, mais comment faire? J'y connais rien moi. En fait, se lancer, c'est pas si compliqué qu'on croit. C'est vrai que c'est le premier pas, donc c'est le plus gros, donc ça fait peur. Mais dans le fond, il faut juste se renseigner et puis faire les démarches. Par contre, j'insiste là-dessus, renseignez-vous. Renseignez-vous sur le statut entrepreneur ou micro-entrepreneur, indépendant à titre principal, complémentaire, société en personne morale par exemple, qui n'ont pas les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Mais renseignez-vous surtout sur les aides auxquelles vous pourriez avoir droit. En France par exemple, vous pouvez demander l'ACRE, l'aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'entreprise. En Belgique aussi, vous pouvez passer par un incubateur d'entreprise ou même continuer à toucher votre chômage pendant quelques mois, le temps de mettre en place votre business, libéré de votre obligation de chercher un emploi. Ça laisse le temps de faire les petites formations, etc. Très cool. Débuter comme professionnel, les erreurs classiques. Passons au cœur du sujet parce qu'une fois qu'on est passé pro, on continue à faire des bourdes. Et c'est normal parce que savoir faire des photos, ça veut pas dire qu'on sait gérer une entreprise, fixer des prix, communiquer avec des clients ou faire efficacement la promotion de son travail. Et ce sont souvent ces erreurs qui mènent à des cessations d'activité, voire des faillites, voire des burn-out. C'est ce qui m'est arrivé, donc écoutez bien parce que c'est un gros morceau. Moi, je connais tout un tas de photographes professionnels bourrés de talent qui s'en sortent pas. Ils ne gagnent pas suffisamment pour s'en sortir, pour payer leurs charges, pour dormir la nuit. Ça s'explique par plusieurs raisons, mais en général c'est surtout parce que leurs prix sont beaucoup trop bas. Alors moi en tant que photographe, quand je vois une offre à 140 € pour 2 heures de shooting onirique avec 15 photos retouchées, tout en sachant que le photographe passera probablement entre 30 minutes et 2 heures sur chaque image, sans compter l'amortissement du matos, le déplacement, l'administratif, etc., j'ai juste mal en fait. Et ceux que j'ai déjà interpellés en MP le savent, ça passe pas. En fait la grosse erreur que beaucoup font, c'est qu'ils fixent un petit peu au pif leurs tarifs. Genre vous regardez vaguement ce que les autres font, vous vous positionnez en fonction, et puis voilà. Sauf que si vous basez vos tarifs sur ceux des photographes qui galèrent autour de vous, on va pas s'en sortir en fait. Aujourd'hui, si les gens pensent que photographe c'est pas un vrai métier ou que c'est la galère assurée, c'est justement à cause de ça. Parce qu'on croit qu'être payé les cacahuètes c'est normal, genre limite on a déjà de la chance de recevoir quelque chose. Peut-être que vous êtes coincé dans une bulle de photographes qui demandent pas cher et vous avez l'impression que c'est la norme. C'est pas comme ça qu'on calcule un tarif. C'est dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est en fonction de vos dépenses que vous calculez votre tarif. Ça semble logique comme ça, mais on dirait que personne le sait. Parce que bosser à fond, 8 shootings par semaine avec des clients qui vous recommandent dans tous les sens, mais à perte, c'est pas du succès. Non, c'est ça quoi, succès en mousse, hein. D'ailleurs, c'est cette même méconnaissance du marché
marché qui donne le sentiment qu'il est complètement bouché. Le truc, c'est que si vous vous baladez sur Instagram et que vous voyez de plus en plus de photographes se lancer en tant que photographe professionnel, vous vous dites oui, moi aussi j'ai peut-être envie de me lancer comme photographe professionnel. Mais le problème, c'est que vous allez aussi voir tous ces photographes et vous dire en fait, il y en a plein des photographes, pourquoi est-ce que moi j'arriverais à m'en sortir? Ça sature à mort en fait. Et c'est vrai que oui, il y a plus de concurrence, oui, elle est moins locale qu'avant, plus globale, et que le métier est plus accessible de façon générale, mais si vous suivez mes conseils, ça n'aura qu'une importance restreinte, disons. Alors là, moi je suis tout ouïe, comme on dit. Donc, comment on fait pour bien vivre de la photo? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Déjà, pour bien fixer ses prix, il faut commencer par arrêter de sous-estimer son temps de travail. Je vous vois là, vous savez pas combien de temps vous bossez réellement, vous savez pas combien de temps vous avez, et vous savez encore moins combien vaut votre temps. Du coup, la première chose à faire, c'est très pragmatique, mais télécharger un timer. Personnellement, sur Android, j'utilise le Simple Time Tracker. Il est hyper simple, hyper clair, et hyper instructif. Timez la durée de vos shoots, timez la durée de votre tri, de votre retouche, timez vos déplacements, le temps que vous passez à répondre à vos mails, à faire la promo de votre travail sur les réseaux sociaux, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de votre business en fait. Et ça va vous donner une idée bien plus claire du nombre de prestations qui tiennent effectivement dans vos semaines. Ne faites pas l'autruche, timez votre travail. Et dans la même vibe, l'autre grande erreur des photographes indépendants, qu'ils soient full-time ou auto-entrepreneurs, etc., c'est de ne pas traquer leurs dépenses professionnelles. Je sais que ce point-là fait mal à pas mal d'entre vous, et c'est vrai que l'erreur que j'entends souvent, c'est Oui, mais mon appareil photo, j'utilise aussi pour le plaisir, du coup ça compte pas vraiment. sauf qu'en fait, c'est votre outil de travail. Sans lui, vous pouvez pas bosser, donc oui, ça compte. C'est une dépense professionnelle. Allez-y, faites des photos sans appareil photo pour voir. Et c'est pareil pour les cartes mémoire, pour votre ordinateur, et même dans une certaine mesure, votre voiture, tout ce qui est essentiel à votre activité. Du coup, vous devez apprendre à penser en termes d'amortissement quand vous estimez vos frais. Je vous explique vite fait, mais attention, de façon hyper simpliste, c'est plus histoire de vous donner une idée de comment calculer vos tarifs, c'est pas pour calculer vos impôts. Imaginons vous avez 6 000 € de matos photo. Il s'agit d'un investissement qui doit se répercuter sur vos tarifs. Comment? En divisant par exemple ce montant par le nombre de mois pendant lesquels vous allez l'utiliser. Amorti sur 3 ans, dans ce cas vous avez 2 000 € de frais d'utilisation de votre matos photo par an ou 170 € par mois. 170 € par mois. Et chaque fois que vous investissez dans du nouveau matos, même une nouvelle batterie ou un objectif, c'est le même délire, ça s'amortit, ça se répercute sur le prix des prestations. C'est un calcul simplifié, je le répète, parfois les comptables utilisent une base de 5 ans, parfois c'est dégressif, parfois c'est partiel, mais c'est un calcul qui peut néanmoins vous servir pour définir vos tarifs de façon un petit peu plus juste, pour vous donner le sens du tarif. Et faire ce calcul permet aussi de modérer son investissement financier si nécessaire, ou de le stimuler si en fait on a de la marge. Et on reparlera du comptable un peu plus loin. Et au-delà des investissements, en termes de frais, vous devez aussi tenir compte évidemment des coûts fixes. Et au-delà de la connexion internet, de vos abonnements au logiciel de retouche, ou à la location de votre bureau, etc., il y a aussi tous les frais qui sont inhérents à chaque prestation. Par exemple, on a tendance à l'oublier, mais mettre à disposition des robes ou des costumes, ça implique de les nettoyer après chaque prestation, particulièrement dans le contexte actuel. Et il faut savoir que quand ce sont des matières un peu fragiles, ça peut aller de 50 € à 400 € pour un nettoyage à sec d'une robe type robe de mariée. Toutes les jolies robes de créateurs fantasy, blabla. C'est cher. Et évidemment, on peut décider de faire le travail de nettoyage soi-même, à la main, genre dans une baignoire. Mais alors, ça se répercute, non pas en frais, mais en temps de travail. Tout ce que je vous raconte devrait vous aider à comprendre pourquoi 140 € pour 2 heures de shoot onirique avec 15 photos retouchées, c'est juste pas viable du tout. Oui, mais 140 € c'est déjà cher, il y a des clients qui râlent déjà, il y en a même que ça décourage. C'est vrai que personnellement, je suis pas franchement encouragée par le prix d'une bouteille de champagne à 300 €. Du coup, je l'achète pas. Et je pense que la marque s'en fout que je l'achète pas, parce que je suis pas sa cible en fait. Transition. Être photographe pro, les erreurs marketing. Et c'est là qu'on va parler d'une série d'erreurs hyper fréquentes, toutes liées à l'aspect marketing d'un business photo. Je sais que quand on est artiste, c'est un petit peu comme un gros mot, mais ça devrait pas. Parce que c'est pas parce que vous mettez tout votre cœur dans votre travail que d'un seul coup il devrait valoir moins. C'est même plutôt l'inverse en réalité. Stop, arrête-toi là. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on peut pas continuer comme ça. Je vois les gens, ils regardent la vidéo là. Ils ont l'air de kiffer et tout, ils apprennent plein de trucs. Mais ils sont pas abonnés, ça va pas. Oui, c'est pas la fin du monde, bisez leurs droits quoi. Écoute, moi je suis pas d'accord. Si vous êtes en train de regarder la vidéo et que vous êtes pas abonné, vous vous abonnez maintenant tout de suite. C'est tout. Bref, revenons à nos moutons. Un shooting pour un particulier, ce n'est pas une nécessité, c'est un plaisir. Un plaisir parfois haut de gamme qui a un prix. Et je comprends que certains photographes aient envie de rendre leurs prestations accessibles à tous, mais il y a des astuces pour que ça n'impacte pas nécessairement le rapport qualité-prix. Faire des événements groupés, payer en plusieurs fois.
ce genre de truc. En fait, alors que plusieurs devraient revoir la qualité de ce qu'ils offrent en fonction de leurs tarifs, quand on débute, on n'a pas confiance et du coup on a tendance à faire l'inverse. On gonfle son offre à fond justement pour justifier son prix et rester compétitif. Par exemple, moi je bossais en moyenne 40 heures tout compris pour un mariage. Je rendais entre 300 et 800 photos en fonction des formules, traitées aux petits oignons et je retouchais même sur Photoshop 20% des images. En fait, je les traitais comme des œuvres d'art dans mon travail, mais je les vendais limite comme un reportage flanqué d'un filtre VSCO. Et pour info, si vous aimez les chiffres, entre 1500 et 2500 €. En plus, je donnais un petit album gratuit dans toutes mes formules, ce qui me prenait un temps dingue. Je sais qu'on pourrait se dire que c'est tout à fait correct comme tarif, mais vu le travail que je faisais et les dépenses que ça engendrait, c'était pas du tout suffisant. Petit à petit, j'arrivais à trouver de plus en plus de clients qui étaient prêts à payer ce que mon travail méritait, mais c'était déjà trop tard. J'avais déjà été complètement essorée par des années de prestations professionnelles en décalage avec ce que je voulais vraiment photographier et la rémunération que mon travail méritait. La bonne méthode, du coup, c'est de promettre moins et de délivrer plus. À l'inverse. Ne négligez pas ce point. En fait, ce que j'avais pas encore compris à l'époque, c'est que mon travail, c'était pas juste mon investissement matériel ou le temps que ça me prenait. Mon travail avait par essence de la valeur et j'avais pas besoin de le justifier avec des petits cadeaux ou de m'excuser avec des prix pareils que les autres. Franchement, mon conseil ultime si vous vendez des prestations photos, ne targetez pas ceux qui cherchent la meilleure affaire. Il faut attirer ceux qui viennent pour vous. Dès qu'il y a une dimension artistique et personnelle, le tarif n'a plus tellement d'importance. En fait, on vous choisit pour vous, pas pour votre tarif. Les clients qui veulent à tout prix du pas cher, ils iront vers les photographes qui rentrent dans leur budget. Mais quand votre style est suffisamment défini, les clients viennent vous voir parce qu'ils veulent vos photos et pas celles d'un autre. J'avais par exemple des mariés qui me bookaient avant tous les autres prestataires, avant la salle, avant la bouffe, avant tout. Il y a même des mariés qui basaient la date de leur mariage sur mes propres disponibilités. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser auprès de tous les mariés que j'ai déçus parce qu'ils voulaient m'engager, que j'avais déjà arrêté mon activité, mais vraiment, j'en pouvais plus. Tout ça pour dire que dans ces cas-là, la notion de concurrence n'existe même presque plus. C'est comme imaginer, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, qu'une peinture de Renoir et une peinture de Kandinsky pourraient être concurrentes. Non seulement c'est pas le cas, mais en plus elles valent toutes les deux très cher. Bah oui, j'ai voulu en acheter une l'autre jour et franchement, les prix c'est abusé quoi. Le truc qui va vous permettre de vous vendre au juste prix du point de vue des clients, c'est donc votre style, votre approche et votre personnalité. Bah oui, mais j'ai pas de style moi. Non mais votre style en fait, c'est vous. Je sais que c'est une réponse vraiment chiante, mais c'est la vérité. Y a aucun moyen d'être plus unique qu'en étant soi-même. Et même si ça prend un petit peu de temps et de pratique pour appréhender la singularité de notre approche, c'est encore plus long quand on perd du temps à reproduire ce qui marche. Tu parles des copieurs, là? Pas exactement. Plutôt des mauvaises stratégies de business. Le truc, c'est qu'il y en a plein de gens qui savent faire des photos, il y a plein de photographes qui font des superbes photos, peut-être même pile dans votre région, et peut-être que leur succès vous met la bave aux lèvres. Mais si vous ne développez pas votre propre style, vous vous privez de ce qui va apporter la plus grande valeur à votre offre, son unicité. C'est vraiment pas la peine de vous mettre en compétition avec un photographe en reproduisant son style ou son modèle commercial ou son message, surtout si c'est pour le faire moins bien et sans son réseau de clients, c'est juste vous compliquer la vie en fait. Au contraire, développez un produit qui vous ressemble et pour lequel les clients viendront vous voir, vous. Et encore pire que ça. Ah bah merde alors. La photographie, ça va au-delà de la technique. Faire de belles photos, ça ne garantit pas le succès. Et si vous ne cultivez pas votre différence, vous risquez de vous retrouver en compétition non seulement avec les bons photographes qui roulent bien, mais aussi avec les photographes, bons ou mauvais, qui vendent du pas cher pour tout le monde. En fait, bosser avec des prix bas peut donner l'impression de se rendre accessible à tout le monde et donc de maximiser ses chances d'avoir des clients, mais en fait c'est faux. De un, parce que c'est dans la catégorie bon marché que la concurrence est la plus rude, cette même concurrence qu'on accuse de casser le métier. Mais en plus parce que si votre tarif bas est votre seul argument de vente, vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous faites des superbes photos pour pas cher, vous galérerez autant avec vos prospects que n'importe qui sur ce marché-là, donc que vos photos soient super originales ou non. Quand le budget est le critère numéro 1, vous êtes prise en otage. La solution, c'est donc de créer votre propre clientèle qui saura apprécier votre travail à sa juste valeur. Vous devez viser les clients qui ont besoin de ce que vous avez à leur offrir et surtout ont les moyens de se l'offrir. Bien sûr, ça n'empêche pas d'être réaliste et de faire les choses intelligemment, mais négliger votre valeur ajoutée, c'est aller droit dans le mur. Bon, ça c'est dit, c'est dit. Le métier de photographe semble saturé. Mais finalement, quand on cherche un photographe pour les bonnes raisons, pas parce qu'il est pas cher, les options se limitent vite et vous devez faire partie de ces options. Mais oui, mais bon, j'ai pas envie de louper des opportunités, moi. Le truc, c'est que si vous baissez vos prix ou gardez des prix qui ne vous permettent pas de vivre parce que vous avez peur de manquer des opportunités, la vérité, c'est qu'elles n'étaient pas vraiment des opportunités. Et je dis pas qu'il faut pas être intelligent. Parfois, une petite négociation est acceptable. Parfois, certains projets méritent que vous leur accordiez votre attention, même si
ceux-ci ne sont pas particulièrement rémunérateurs. Mais gardez bien votre objectif en tête et soyez lucide. Et comme je l'ai dit, on reparlera des collabs un petit peu plus loin. Purée, faut être patient avec toi, hein? Bon. Savoir qu'il faut définir et attirer sa propre clientèle idéale, c'est une chose. Mais comment faire? Pour attirer votre cible, vous pouvez mettre en place une stratégie de développement, dont la première étape est, comme je l'ai dit, de définir votre marché cible, composé de personnes qui seront touchées par votre travail, qui auront envie de se l'offrir et qui pourront se l'offrir. On parle d'ailleurs du concept de persona quand on essaie de définir sa cible en marketing et je vous encourage d'ailleurs à aller faire quelques petites recherches sur le sujet parce que c'est vraiment important de garder sa cible en tête. C'est d'autant plus important qu'il est fréquent pour les jeunes artistes et entrepreneurs de se tromper de cible. L'une des erreurs les plus communes, c'est de penser que vous êtes votre propre client potentiel et de vous targeter vous-même. Alors bien sûr, vous allez attirer des gens qui vous ressemblent, qui sont sensibles à votre valeur ajoutée, mais vous n'êtes pas forcément le client. L'exemple le plus frappant, c'est celui du tarif. Vous pouvez vendre une séance photo à 500 € sans être capable forcément vous de vous l'offrir ou même d'en avoir envie. Personnellement, j'ai pas envie qu'on prenne des photos de moi, déjà parce que je les prends moi-même, et du coup je peux pas baser ma communication sur ce que moi j'aime. Je dois me mettre dans la tête de mon client de rêve et m'adresser à lui, nuance. C'est le client qui va aimer mon travail et mon service, le client qui a envie de se l'offrir et qui peut se l'offrir, je répète. Ah bah oui, tu répètes souvent, ça on a compris maintenant. Je répète parce que la définition du client auprès duquel votre travail résonnera est une étape fondamentale de votre stratégie. La deuxième erreur la plus commune quand il s'agit de définir sa cible, c'est de confondre fan et client potentiel. Typiquement, les personnes qui sont les plus susceptibles de s'abonner à vos comptes ne sont pas forcément, rarement en fait, celles qui sont les plus susceptibles de s'offrir vos produits. Plein de gens peuvent adorer votre travail sans jamais dépenser un centime dans un shooting avec vous. Faut le savoir. C'est bien sûr leur droit, mais c'est à vous de faire la différence entre votre audience générale et vos prospects. Et mais du coup, comment on les attire chez nous, ces cognos? En fonction de votre budget, de votre temps dispo et de votre préférence, je vous donnerai comme ça 3 options. Si vous avez le budget de faire de la publicité pour votre travail sur les réseaux par exemple, c'est la solution la plus rapide pour attirer vos premiers clients et même éventuellement d'autres par la suite. Et justement à cause du problème de ciblage dont on vient de parler, cette méthode, en plus de coûter de l'argent, peut être très mal exécutée. Quand on dépense de l'argent pour développer son business, mais c'est pareil avec toutes les autres méthodes, il faut se souvenir qu'on veut attirer des prospects et pas des abonnés et des likes. Si vous vendez des shootings par exemple, vous voulez que les gens se disent Wow, c'est parfait! Je vais m'offrir une séance onirique avec ma maman. Si vous vendez des formations, vous voulez que les gens se disent Wow, j'adore! Justement, je cherchais une formation pour apprendre à shooter comme ça. Et si vous vendez des photos d'art, vous voulez que les gens se disent Wow, incroyable cette image, elle me parle trop. J'ai trop envie de l'accrocher chez moi et de la voir tous les jours. Rien de moins, vous voulez rien de moins. Donc, définissez votre cible, son âge, sa localisation, ce qui l'intéresse, comment vous vous adressez à elle, comment susciter son intérêt, et n'investissez pas dans le vide. Si vous n'avez pas de budget pour faire de la pub, vous pouvez bien sûr tenter d'attirer votre cible en travaillant votre visibilité sur les réseaux sociaux. C'est la technique la plus lente, la plus fatigante, la plus frustrante, la plus chronophage, celle qui apporte le moins de garanties et aussi exactement comme avec la pub au final. S'il n'y a pas de réflexion stratégique derrière, ça risque de ne rien rapporter du tout à votre business. Quand on ne sait pas ce qu'on fait et qu'on s'agite juste dans tous les sens en espérant que ça marche, c'est un peu comme du poker au final et ça peut être extrêmement décourageant. Par contre, l'avantage de cette technique d'acquisition, c'est que si c'est bien fait, les clients et prospects acquis sont beaucoup plus fidèles que ceux qui sont arrivés via une pub, et ça c'est important. La troisième technique, c'est celle que je préfère. C'est en fait de littéralement trouver votre client idéal. Genre une vraie personne qui correspond au type de client que vous recherchez. C'est mieux de partir de votre réseau de connaissances, mais ça peut être la patronne d'un pote. Peu importe. L'idée, ça va être de lui proposer une prestation gratuite en échange de l'enclenchement du bouche à oreille. Le but, ça va être de pénétrer un cercle potentiel de propagation. Vous définissez votre persona, comme je vous l'ai dit, et vous trouvez une ou deux personnes qui correspondent au profil en comptant sur le fait qu'elles parleront et partageront votre travail dans leur cercle. Regarde, l'autre jour, j'ai fait une séance de malade avec cette photographe et l'expérience était complètement dingue. J'ai franchement hâte d'y retourner. Faut bien les choisir, c'est sûr, mais franchement, ce genre de première connexion avec votre client idéal, c'est le top. C'est le top. Alors attention, c'est pas magique, ça veut pas dire que le mois d'après, vous allez avoir 25 000 clients. Mais c'est vrai que le bouche à oreille IRL, c'est vraiment l'outil le plus puissant pour développer votre business. Faut juste garder en tête que ça peut être un peu lent. Ce qui nous amène d'ailleurs à une nouvelle erreur. Beaucoup de photographes sont beaucoup trop impatients.
accrochez-vous. Il faut y croire, il faut insister un minimum, et il faut pas tout de suite partir sur le principe que ça marchera pas et abandonner. Je vous assure, le bouche à oreille, c'est l'outil le plus puissant pour faire décoller votre business de photographe parce que les clients satisfaits deviennent non seulement des clients fidèles, mais en plus quand ils vous recommandent, ils vous amènent des clients qui leur ressemblent et qui sont donc presque acquis puisqu'ils correspondent à votre cible. Ok, d'accord, mais bon, attendre, j'ai l'impression que je fais que ça, moi, attendre. Pour la petite anecdote, moi j'ai commencé comme photographe de mariage et c'est vrai que c'est un domaine où le bouche à oreille est particulièrement lent, mais aussi heureusement particulièrement efficace. D'un côté, vu que c'est saisonnier, entre le moment où quelqu'un entend parler de vous et vous contacte, il peut se passer plusieurs mois, voire années. Mais en plus, le mariage et donc le paiement total n'a en général lieu que 6 mois, 1 an ou plus après la date de réservation. En contrepartie, quand on photographie un mariage de 150 ou 300 invités, avec potentiellement plein de petits couples et fiancés parmi ces invités, la propagation exponentielle de votre offre peut être massive. À titre d'exemple, moi j'ai photographié mes 2 premiers mariages gratuits à un an d'intervalle, mais quand je suis passée indépendante à temps plein et que les mariages sont devenus par la force des choses mon cœur de cible, j'ai peut-être eu 30 demandes la première année, 80 la suivante, et au moins 300 demandes la troisième. Je pouvais plus compter. C'est vrai que la saisonnalité des mariages fait qu'il y a forcément des latences, mais en même temps, tout arrive d'un coup. Bref, tout ça pour dire que c'est pas parce que quelqu'un est intéressé par votre produit qu'il va forcément le booker tout de suite. Il faut parfois un petit peu de temps, et il faut pas perdre espoir trop vite. Soyez réaliste. La gestion d'une entreprise, les erreurs qui sabotent même les meilleures. D'ailleurs, comment on fait pour gérer 300 demandes de devis sur une année ? Bah on meurt. Non, sérieusement, ma réponse c'est ne gérez pas votre business sur Instagram ou sur Facebook. Utilisez les outils appropriés. Il vous faut un site web et un formulaire de contact lié à une adresse mail professionnelle ou au moins une adresse mail professionnelle. Ok, madame. Le site web est nécessaire pour faciliter le processus de contact et réservation, mais aussi parce que mine de rien, ça fait plus professionnel. Je me vois mal, perso, booker un photographe de mariage à 5 000 € dans ma messagerie Insta. Comment envoyer le contrat ou la facture, la preuve de paiement ou même juste un support confortable pour consulter vos tarifs. C'est vraiment pas confortable du tout. Et puis si le bouche à oreille fonctionne et que des gens vous cherchent sur Google, il y a encore des gens qui font ça, sur quoi ils tombent? Et je dis il y a encore des gens qui font ça, mais surtout, est-ce que votre cible ferait pas ça par hasard? Est-ce qu'elle traîne sur Insta votre cible ou est-ce que... C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Et c'est important de se poser ce genre de questions parce qu'ils doivent au minimum être capables de vous contacter simplement et vous devez faciliter leur prise de décision. Le chemin vers la réservation, vers la demande de devis ou vers les réponses à des questions éventuelles doit être limpide. Et oui, il y a moyen de faire pas mal de choses sur Insta, mais on sait que c'est une horreur à gérer et que c'est pas du tout idéal ni en termes de présentation du travail, ni en termes de gestion de la messagerie. Quelle horreur! Bien sûr, vous pouvez tirer avantage des stories en highlight pour présenter votre tarif, par exemple, ou votre meilleur travail, mais la navigation n'est pas si confortable. C'est difficile à bookmarker, par exemple, c'est juste pas fait pour ça, en fait. Insta, c'est plus un blog ou un canal de communication global qu'un portfolio ou une messagerie. Et vraiment, ceux qui découvrent votre travail via le bouche à oreille sont les prospects les plus forts. Du coup, la dernière chose à faire, c'est de les décourager. En tout cas, que les prospects arrivent dans votre boîte mail, sur votre messagerie Insta, ça veut pas dire que l'affaire est faite. Et là encore, les erreurs commises sont nombreuses, surtout quand on n'a pas confiance en son travail. Alors comment faire pour seal the deal, comme on dit? On les menace? Ah ben non. Mais déjà, on commence par ne pas avoir peur de parler des tarifs. Je dis pas que c'est la première chose à leur balancer à la figure, loin de là, même si je vous conseille pour commencer de mettre un petit à partir de sur votre site web pour éviter de passer votre temps à répondre à des gens qui n'avaient pas du tout le budget de base. Et je vous le dis d'expérience, gros gain de temps. Ensuite, si vous avez confiance en votre travail et en sa valeur, donnez vos tarifs et y rester fidèle ne devrait pas être trop un problème. Mais quand même, pour faciliter au maximum le processus, je vais vous donner 2-3 tips. Que ce soit sur votre site, en rendez-vous client, ou sur vos plaquettes de prix, commencez toujours par réaffirmer la valeur ajoutée de votre travail. Sa qualité technique, évidemment, sa qualité artistique, si ça s'applique, et surtout la valeur de votre prestation en général, votre expérience, l'attention que vous portez aux détails et votre professionnalisme, l'avantage que le client aura à travailler avec vous, en somme. Deuxième tips, et d'ailleurs j'ai mentionné le mot plaquette, faites des plaquettes de tarifs jolis et clairs, envoyés par mail quand c'est nécessaire. Ça a plein d'avantages. Déjà, ça simplifie le processus de communication. Ensuite, ça vous évite de vous poser la question du tarif vu que vous aurez déjà défini vos fourchettes de prix à l'avance. Et surtout, ça limitera la tentation pour le client de négocier. C'est ça qu'on n'est pas au marché, hein. C'est pas gravé dans la pierre, mais c'est écrit noir sur blanc quand même. Enfin, ou jaune sur bordeaux, ça c'est vous qui voyez. Troisième tips, et ça veut pas dire qu'une fois défini, vous pouvez plus jamais changer vos tarifs. Certaines prestations qui rentrent pas dans vos formules habituelles, si vous en avez par exemple,
commandes nécessiteront un devis, c'est logique. Et sur la durée, je vous encourage aussi à augmenter vos tarifs au fur et à mesure pour s'assurer qu'ils restent en phase avec vous et avec ce que vous faites. En effet, au fur et à mesure, vous gagnerez de l'expérience et vous vous spécialiserez. Mais on augmente quand? Tous les 2 jours? C'est quoi ces conseils à la co? Le truc, c'est que ça dépend. Beaucoup de photographes augmentent leurs tarifs en début d'année ou à la rentrée en septembre, par exemple. Mais certains photographes mettent en place des règles un peu plus personnelles, surtout au début, quand on a commencé très bas et qu'on progresse beaucoup, tout en prenant confiance. Certains photographes de mariage n'hésitent pas à augmenter tous les 3-4 mariages, jusqu'à obtenir un tarif respectable et une croissance de croisière en quelque sorte. Mais en tout cas, tips numéro 4, ne laissez pas le client définir le prix. Oui, parfois ils peuvent avoir un budget, surtout quand ce sont des clients professionnels, et vous pouvez proposer une prestation qui rentre dans ce budget spécifique. Mais ce sont vos produits, donc ce sont vos tarifs. Aidez le client à choisir la formule qui va lui convenir le mieux. Par exemple, ça ne veut pas dire d'évaluer votre travail pour s'adapter à ce qu'il peut s'offrir ou veut bien s'offrir. Il est d'ailleurs tout à fait acceptable quand un client vous trouve trop cher, de lui exprimer que vous êtes désolé que votre prestation ne rentre pas dans son budget et de lui souhaiter de trouver son bonheur ailleurs. C'est pas impoli du tout, ce serait de vous forcer de baisser votre prix qui serait impoli. Encore une fois, agissez comme un professionnel et pas comme un passionné auquel on fait une faveur. Allez, fini de parler de tarifs, on va passer maintenant à un autre point, c'est celui de la difficulté à continuer à pratiquer la photo qu'on aime quand il s'agit de son boulot. Et il y a plusieurs erreurs qui sont liées à cet aspect. La première que font beaucoup de photographes pros, surtout débutants, c'est de photographier tout et n'importe quoi. Alors oui, je sais, quand on galère et qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts et quand on sous-estime la qualité de son travail, c'est naturel de sauter sur toutes les occasions et d'accepter tout ce qu'on nous propose à tous les prix et dans toutes les conditions. Ça nous arrive à presque tous et oui, c'est vraiment naturel. Surtout que c'est tentant de se dire qu'on gagne sa vie avec la photo et que même si c'est pas la photo qu'on veut faire, c'est mieux que rien. En plus, ça ferme aussi un peu le clapet de tous ceux qui nous rabâchent que la photographie, c'est pas un métier stable et qu'on peut pas en vivre. Blablabla. Bla bla. Autour de nous, on voit majoritairement des photographes qui galèrent, du coup, bosser en tant que photographe, même si c'est dans une branche qui nous intéresse pas spécialement beaucoup, ou pour pas cher, c'est mieux que rien. Ça justifie notre statut photographe professionnel et on peut dire je gagne ma vie avec la photo. Mais à quel prix ? Je vais vous le dire, à quel prix ? Au prix d'un burn-out. Oui, enfin, t'es mignonne, mais c'est pas avec tes grands principes que je vais remplir mon frigo à moi. Non, mais on peut tout à fait faire des photos un peu plus alimentaires le temps que son business se développe. Mais il faut garder en tête que la situation ne doit pas s'éterniser, que le but n'est pas atteint. Il faut pas se reposer en disant que c'est bon parce que vous allez pas tenir longtemps en fait. Et puis dans tous les cas, que vous aimiez ou pas ce que vous faites, faites-vous payer correctement. Moi, dans ma carrière, j'ai fait des prestations à l'opposé de ce que j'aimais, faut pas croire. J'ai même photographié des débats, j'ai photographié des portraits d'entreprise, j'ai même photographié la chaîne de stockage et de transport de produits réfrigérés d'un supermarché. 50 000 fois j'essaie de dire ce mot. Mais je faisais pas pour des cacahuètes, j'avais un tarif corpo très clair que j'appliquais tout simplement. Parce que imaginez, vous dealez avec le challenge de l'entrepreneuriat pour faire un job que vous n'aimez pas et qui en plus paie mal. Faut pas déconner. Ah ben j'avoue, on va où sinon ? Et puis vraiment, au-delà de ces contrats plus pragmatiques, gardez l'équilibre et ne négligez pas la photographie que vous aimez faire parce que c'est celle-là que vous pourrez faire le plus longtemps sans vous épuiser. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Si vous êtes professionnel et que vous sentez que vous n'êtes pas ou plus en phase avec ce que vous faites, n'hésitez pas à planifier une réorientation, à revoir votre stratégie, votre offre et même votre domaine photo, si nécessaire. Il n'est jamais trop tard pour changer et même pour tout reprendre à zéro, quitte à faire une transition douce si vous ne pouvez pas vous remettre de mettre tous vos œufs dans le même panier pour le moment. En tout cas, ne laissez pas un job que vous n'aimez pas vous faire prisonnier. N'acceptez pas la fatalité. Bah oui, on vit qu'une fois, bordel. D'ailleurs, tant qu'on parle de la dissonance entre la photographie que vous voulez faire et celle que vous faites pour les mauvaises raisons, faites attention. Quand on a la passion de la photographie, au sens large disons, et qu'on veut en faire son travail, on peut être tenté de se diriger de base, par choix, vers les domaines qui marchent plutôt que vers les domaines qui nous stimulent le plus. Genre, j'aime bien faire ça, mais je vais tout faire pour faire ça parce que ça rapporte plus d'argent. L'erreur, c'est de croire que seulement certains types de photos sont lucratifs, genre le mariage, le corporate par exemple. Mais c'est faux, ça je le savais pas au début, pas du tout. Si vous définissez là où les cibles que votre travail intéressera et les bonnes manières de le vendre au juste prix, tout est possible. Vous pouvez tracer votre propre chemin en faisant ce que vous aimez et en limitant les compromis ou les chances que vous soyez dégoûté de la photo au bout d'un moment. Et je dis pas que c'est simple, c'est pas simple, mais personnellement je trouve le challenge assez stimulant en fait. Par exemple, moi en ce moment, je développe mon business de shooting poétique, surréaliste et onirique, disons, à Sydney, alors qu'après recherche, le marché n'existe pas vraiment ici. Donc je vais découvrir si la demande existe, ce que je soupçonne, quand je vais me lancer. Mais je trouve ça super chouette en fait.
Donc je vous tiendrai au courant. Et tant qu'on parle de la photographie qui nous plaît, il faut absolument la faire en fait, même si ce sont que des projets perso. Il est tentant quand on se lance comme professionnel de se concentrer à 100% sur les jobs qui payent. Mais en fait, c'est pas forcément le bon calcul. Mais attends, t'as dit au début qu'il fallait pas bosser gratos, je comprends plus rien moi du coup. Oui, mais en fait ici je parle pas de prestations gratuites, je parle de plaisir et de collaboration, et bien sûr pas 12 000 par mois. Dans une collaboration, tous les collaborateurs doivent trouver leur compte. Personne n'est au service de personne, ou tout le monde est au service de tout le monde, c'est comme vous préférez. Que ce soit les modèles, les maquilleurs, les stylistes, etc., ils apportent tous leur expertise respective au projet. C'est pas facile à dire. Expertise respective, bah si ça va. Et vraiment, en fait, je pense que ne faire aucune collab, c'est une erreur parce qu'elles ont vraiment plein d'avantages. Pour commencer, faire des projets perso, ça permet de rester connecté au plaisir de la photographie parce que quand on shoot que pro, au bout d'un moment, la patience s'étiole et ça devient même de plus en plus difficile de bosser. Il faut garder une petite place au plaisir pur, sans contrainte commerciale. Ensuite, les collabs, c'est en fait un excellent moyen de montrer ce que l'on veut vendre et d'ouvrir de nouvelles portes même. Parce que c'est difficile de se faire engager pour la prestation de ses rêves quand on n'a jamais montré qu'on en était capable. Et c'est précisément ce que vous disait Von Wong d'ailleurs dans cette vidéo de conseil que j'avais publiée il y a un bail. One piece of advice for the coming new year is to do the work that you want to get paid to do. If you want to get paid to save the world, take photos that are about saving the world. If you want to get paid to shoot celebrities, well, start shooting celebrities. You can't expect people to hire you to do something that you've never done before. Do what you love, do the best that you can with what you have available, and just let things grow from there. Du coup, parfois, les collabs sont l'occasion de mettre en place des projets qui pourraient inspirer des prospects. Et pour finir, les collabs, c'est aussi une très bonne façon parfois de promouvoir son travail en dehors de son réseau habituel. On peut faire les photos d'une amie enceinte, par exemple, et derrière, sa cousine, son pote d'enfance ou que sais-je, pourrait avoir envie de vous contacter pour un mariage, ou pour des photos de son groupe de funk, si vos photos étaient un petit peu funky, ou que sais-je. Comme je vous l'expliquais plus tôt, il ne faut pas bouder le bouche à oreille parce que c'est ce qui vous permet d'avancer le plus. Quand on fait des collabs, parfois on sème, puis plus tard on récolte, tout en continuant à semer d'ailleurs, et ça fonctionne très bien. Tout va bien, mais on fait des erreurs quand même. Alors, j'en ai pas fini avec vous parce qu'il y a plein d'erreurs que des photographes même très bien établis continuent à faire, et pour certaines, je m'inclus dans le tas. La première, c'est de croire que quand on devient photographe pro, ça y est, on a atteint le grand palier magique et on n'a plus rien à prouver. Plus rien à changer, plus rien à faire, juste se laisser porter. Mais être photographe professionnel, ça ne garantit pas la qualité de votre travail, et ça garantit encore moins que la qualité relative de votre travail aujourd'hui sera perçue de la même manière dans 10 ou même juste 5 ans. Il ne faut pas soudainement arrêter d'avancer parce qu'aucun business ne survit en faisant du surplace. Faut pas arrêter d'avancer, mais tu veux dire quoi exactement? Alors il faut pas se reposer sur ses acquis. Mais attention, parfois on le fait sans s'en rendre compte. Moi par exemple, il y a 10 ans ou juste 5 ans, j'avais un style assez inédit, surprenant et même rare, j'ai envie de dire. Je faisais des photos de sirènes, je mettais des couleurs, de la magie dans mes shoots et mes edits. C'était pas parfait, mais suffisamment différent pour me faire sortir du lot. Je faisais quelques expos, je présentais mon travail sur les réseaux sociaux, les gens aimaient, s'abonnaient, me recommandaient et c'était facile en fait. Surtout que, vu que j'avais pas tellement confiance en mon travail, paradoxalement, je donnais le maximum pour me dépasser à chaque fois. C'était un super moteur pour progresser. Mais par contre, plusieurs fois, fatiguée par la pression et un peu ignorante la première fois et à cause du burn-out la deuxième fois, j'ai décroché. J'ai arrêté de promouvoir mon travail, j'ai même arrêté de faire la photo tout court un moment. En fait, j'ai pas profité de l'élan que j'avais et j'ai pas vu l'importance de ne pas descendre du train à ces moments-là. Vu que je continuais à recevoir des demandes de devis et plein d'abonnés, j'ai pas tout de suite compris que si je m'arrêtais, ça allait avoir des conséquences sur ma croissance plus tard. J'ai vraiment plusieurs fois complètement perdu mon inertie. Et je vous garantis qu'après c'est pas facile de reprendre. Et du coup c'est pour ça que c'est d'autant plus important de rester en phase avec ce qu'on aime pour pouvoir le faire longtemps sans décrocher, un rythme constant qui nous convient sans nous épuiser. Le deuxième truc, c'est que ne pas rester sur ses acquis, ça veut aussi dire ne pas oublier de continuer à se former. C'est vrai que vous allez automatiquement gagner en expérience à force de travailler, mais ça suffit pas. Surtout que je parle pas ici strictement de vos compétences photographiques en fait. Bosser comme indépendant, ça demande plein de compétences, et j'ai même envie de dire de plus en plus de compétences. Vous pouvez vous former en marketing, en impression photo, en couture même, ou en réseaux sociaux, en vidéo et à toutes ces nouvelles compétences bien pratiques dans une société qui évolue à toute allure. Formation, livres, vidéos YouTube, enrichissez vos connaissances
diversifier et solidifier vos compétences. En troisième lieu, ce qui est aussi une vraie erreur, c'est justement de ne pas s'adapter aux nouvelles règles et de résister aux changements. Ne pas travailler sa présence digitale, ne pas s'adapter à des changements démographiques, économiques, concurrentiels, bouder les nouvelles technologies et s'obstiner dans ce qui a toujours marché, bah c'est pas top. La qualité numéro 1 de l'entrepreneur, c'est son adaptabilité. Et si vous êtes visionnaire, c'est encore mieux, donc jouez le jeu. Et je continue avec une grosse erreur que font beaucoup de photographes professionnels, c'est de se laisser écraser par l'administratif. La douleur. Et peu importe le domaine, c'est le risque de toute activité d'entrepreneur, vraiment. Du coup, pour vous en sortir avec ça, comme je l'ai dit, vous devez vous simplifier au maximum la vie, avec un site web et une bonne organisation. Je sais que c'est dur, et c'est pas du tout mon fort non plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai pris un comptable. Même avec mon petit diplôme de gestion d'entreprise, dépenser 1000 ou 2000 euros hors taxe par an dans une personne qui allait tellement limiter mon stress, bah, c'était même pas négociable, c'était essentiel. Une autre petite astuce, si on peut appeler ça des astuces, sur votre site, vous pouvez aussi par exemple, à partir d'un certain nombre de demandes, implémenter un système de réservation plus direct, plutôt que de tout faire par mail. Mais évidemment, commencez pas à passer 3 semaines ou claquer tout votre budget pour faire un système de réservation sur votre site web, alors que vous avez un contact par semaine. Ça vaut pas le cas, c'est chaque chose en son temps, évidemment. Et puis bien sûr, utilisez un logiciel pour faire vos factures. Les faites pas dans Word. Moi avant j'utilisais Koala Books et j'en étais vraiment super satisfaite. Peut-être que c'était un signe d'ailleurs, Koala. Oui, enfin si tous les gens qui utilisent Deliveroo ils déménagent en Australie, il va y avoir du monde chez vous. Bref, autre grande erreur, sous-estimer l'impact psychologique des clients relous. C'est un peu chiant, mais même si ça se passe bien avec la majorité de vos clients, un seul problème peut avoir un fort impact négatif sur vous. Il est important de se protéger psychologiquement et souvent ça va avec la protection juridique. Donc, créez des contrats, ayez des conditions générales de vente, ne laissez pas place à l'interprétation et ça vous évitera des expériences bien pénibles. Parce que oui, parfois vous aurez du retard dans un traitement pour n'importe quelle raison, parfois vous devrez annuler une prestation pour un souci de santé, parfois un client refusera même de vous payer, ces choses-là arrivent. Il suffit d'un client qui veuille profiter de vous ou juste de malchance. Et vous allez vous en mordre les doigts. Donc, ne négligez pas cet aspect et protégez-vous. L'autre impact souvent sous-estimé, c'est celui de l'entourage. Parce que d'un côté, il y a ceux qui trouvent que c'est génial de vivre de sa passion, qui mettent même presque mal à l'aise tellement ils insistent parfois parce que vous savez que vous vivez pas le rêve qu'ils sont en train de décrire et que la réalité est souvent beaucoup plus pragmatique. Mais du coup, vous faites bonne figure et vous pouvez pas vraiment vous plaindre parce que vous n'avez pas le droit en fait, tout simplement. Et ça peut peser. Mais de l'autre côté, il y a aussi ceux qui décrédibilisent complètement notre travail, qui pensent qu'on glande et que c'est pas un vrai métier, tout ça. Parfois c'est par vraie conviction de leur part, parfois c'est juste par envie ou jalousie, mais parce qu'ils nous forcent à nous justifier, ils abîment notre confiance en nous et compliquent notre crédibilité en général. Du coup, ce que vous devez retenir, c'est que vous faites votre métier, c'est vous qui faites votre métier, vous êtes donc le mieux placé pour avoir un avis dessus. Vous ne devez pas tenir compte de ce qu'ils disent parce que parfois ils sont juste maladroits, parfois ils s'inquiètent juste pour vous même, mais en tout cas ils savent pas et vous savez. Oui, enfin c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ne les écoutez pas. Ben c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Entourez-vous des gens qui vivent les mêmes problématiques que vous, qui pourront vous comprendre et vous soutenir. Vous pouvez vous rapprocher d'une communauté de photographes professionnels par exemple, sur Facebook, je sais pas. Vous pouvez aussi venir sur le Discord de la chaîne, j'ai mis le lien dans la description, parce qu'on a vraiment un cœur de membres actifs. Maintenant, je pense qu'on se considère même comme des potes, voire comme des amis. Et du coup, c'est vraiment utile pour poser ses questions, pour se plaindre quand ça va pas, pour encourager les autres, etc., etc. En plus, quand on est tout seul et isolé dans son coin sans repère, on fait encore plus d'erreurs. Et l'erreur la plus célèbre, je pense, c'est sûrement celle qui consiste à croire que je suis indépendant, donc je suis libre de bosser quand je veux. Alors qu'en fait, c'est plutôt je suis libre de bosser tout le temps. C'est-à-dire au bureau, en mangeant sur mon lit, ou même en vacances. Les vacances, c'est quoi ce truc? Parce que oui, la liberté de bosser quand on veut, c'est surtout une petite prison déguisée. C'est pour ça que les entrepreneurs qui vivent le mieux leur statut sont ceux qui savent diviser leur vie privée de leur vie professionnelle. Ceux-là même qui planifient en avance des vraies vacances sans attendre d'avoir le temps. Ils le prennent, ce temps. Ils leur font de la place à ces satanées vacances. Accordez-vous des week-ends, le dimanche et le lundi si vous êtes photographe de mariage. Ou au moins un jour off par semaine. Et l'inverse, c'est vrai aussi, parfois en bossant un peu tout le temps, on bosse jamais vraiment. Surtout seul chez soi, on se laisse distraire
distrait, on fait le ménage, on glande un peu, on se laisse tenter par des sorties et finalement on n'est pas productif. Tout ça pour dire que il faut bien comprendre que l'entrepreneuriat, c'est sûr, c'est pas le choix de la sécurité. C'est pas simple, mais parfois ça n'empêche que c'est la meilleure décision. Si vous préférez l'idée de vivre de votre passion à la sécurité d'un salaire, si votre liberté est votre priorité et que vous êtes prêt à prendre les bonnes décisions, si vous êtes prêt à vraiment croire que c'est possible et à tout donner intelligemment pour y arriver, alors pourquoi pas ? En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir concernant la photographie professionnelle dans les commentaires, ou même de partager votre propre expérience, parce que c'est toujours agréable à lire pour tout le monde ces petites perspectives en plus, donc allez-y. Partagez. Pour aller plus loin, je vous propose d'aller voir soit cette vidéo où je vous explique un peu comment j'ai rebondi après une grosse pause photographique, ou alors cette FAQ qui date de 2017, à l'époque où j'étais un peu au sommet de ma carrière photographique en Belgique, on va dire. Je vous préviens, du coup le montage est un petit peu moins dynamique et le son un petit peu moins bon, mais bon, vous allez retrouver les racines de la chaîne en quelque sorte. En tout cas, avant de vous laisser, j'avais quand même envie de vous dire merci en fait. Alors, regardez cette vidéo, surtout jusqu'au bout, mais aussi plus généralement de suivre la chaîne, si vous suivez la chaîne, parce que c'est pour vous que je fais tout ça, mais c'est surtout grâce à vous que je fais tout ça. Ça me donne la motivation, ça me donne l'envie, c'est super important, donc vraiment merci. Allez, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un. Et moi je vous dis, salut les boudins! Salut les boudins!